débuter tranquillement notre présentation sur la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec. Mon nom, c'est Véronique Brochu. Je suis directrice générale du COBARIC depuis maintenant 3 ans. Notre organisation fête son 25e anniversaire. La présentation a été montée surtout avec les informations de notre regroupement des organismes de bassin versant du Québec et puis également les informations de notre organisation, le comité de bassin de la Rivière-Chaudière. Le projet s'inscrit dans un partenariat, une coopération avec le contrat de Rivière-Semois-Chier en Wallonie. Donc, ça vise dans le fond à échanger sur différentes thématiques reliées dans nos bassins versants. Donc, on va avoir 16 webinaires durant la prochaine année, 4 missions qui sont prévues. Puis, ça va permettre aux partenaires, dans le fond, qu'on bonifie nos connaissances, qu'on apprenne l'un de l'autre au niveau de nos différentes problématiques. Puis, bien, la première présentation là, de cette semaine, donc, COBARIC, puis le contrat de Rivière, bien, on va être capable de présenter un peu nos organisations pour être capable de bien se situer, puis après ça, d'être capable de faire des bonnes comparaisons au niveau de nos différents bassins versants, puis également nos différentes problématiques. Donc, premièrement, on va voir quelques définitions, l'historique de la gestion de l'eau au Québec, la gestion intégrée des ressources en eau au Québec, le comité de bassin de la Rivière-Chaudière en tant que tel au niveau de notre plan directeur de l'eau, nos projets, puis également les défis de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, dans nos définitions, la gestion intégrée en eau par bassin versant, bien, la gestion intégrée, c'est quoi? C'est un mode de gouvernance qui tient compte de l'ensemble des usages qui ont un impact sur la ressource en eau. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une vision globale de comment l'eau se déplace sur le territoire, puis également de connaître ses effets cumulatifs qu'elle va ramasser au fil des activités et des usages qui sont présents sur le bassin versant. L'objectif également, c'est de mettre en place des actions qui sont concertées avec l'ensemble des acteurs de l'eau et cohérentes vers la vision globale, justement, qu'on s'est donnée de gestion intégrée. Le bassin versant, mais c'est plutôt une forme d'échelle qui est la plus appropriée pour la gestion intégrée de l'eau, évidemment, puisqu'on est dans les limites topographiques. C'est le territoire naturel d'écoulement des eaux. Concernant l'historique de la gestion de l'eau au Québec, on a en 1994 la création du comité de bassin de la Rivière-Chaudière. Le COBARIC qui a été créé, dans le fond, au niveau d'un projet pilote. Les acteurs de l'eau de notre territoire avec d'énormes problématiques d'inondation, notamment à la suite des inondations de 91 qui avaient été très dommageables dans notre secteur. Puis ça a fait élever un petit peu le questionnement sur comment gérer cette eau-là de façon optimale. Il y a eu des études plus au niveau d'ingénierie, mais il y avait quand même un questionnement sur comment créer une organisation comme de bassin versant. Et pour ça, le COBARIC, à l'époque, s'est inspiré justement de la France. J'ai l'impression qu'après 25 ans, on revient un peu clore cette loupe-là au niveau de l'Europe. Mais c'est vraiment en 1994 que le comité s'est créé pour être capable de déposer en 1996 un rapport qui s'appelait « Vers une gestion intégrée globale des eaux au Québec ». L'objectif était vraiment de proposer une façon de faire de gestion intégrée de l'eau pour l'ensemble du Québec. Donc, ça a vraiment été présenté au gouvernement. Ce rapport-là en est venu à la création du COBARIC 2, qui a été appelé en 1997, qui là était un peu, ben OK, vous nous avez proposé une gestion, une vision pour la gestion intégrée de l'eau, faites le test. Donc, le COBARIC 2, c'était vraiment le projet pilote. Ce projet-là, ben, l'objectif, c'était de faire ce qu'on appelait à l'époque un schéma directeur de l'eau. Ce schéma-là a été réalisé, dans le fond, sous forme de portrait, d'un diagnostic, etc. Donc, il y avait énormément d'argent qui avait été investi au niveau d'obtenir, dans le fond, finalement, ce portrait-là. En 2000, on a déposé ce rapport final-là qui a mené par la suite à la commission Beauchamp sur la gestion de l'eau. Et où là, les informations contenues dans ce projet pilote-là ont été plus que bien reçues. Mon président Russell me dit toujours on a
des pages, pas des paragraphes, mais plutôt des pages entières de ce rapport-là qui a été intégré par la suite au niveau de la politique nationale de l'eau. En 2001, ben vers les années 2000, 99-2000, il y avait déjà des organismes de bassin versant en cours vers cette nouvelle mouture-là, cette nouvelle façon de faire de gestion de l'eau. Donc, il y avait d'autres organisations qui commençaient à se créer et ces organisations-là ont eu le besoin de créer également un regroupement. Dans le fond, en 2001, c'était la création du regroupement des organismes de bassin versant du Québec, le ROB-VQ, qui a permis, dans le fond, l'objectif, c'était d'être la porte d'entrée avec le gouvernement et être capable de discuter directement avec eux de l'avenir de cette gestion intégrée de l'eau là. Et en 2002, lorsque la politique nationale de l'eau a été concrète, diffusée, ça en est venu à diviser le territoire en 33 organisations de bassins versants prioritaires. Parce que le schéma directeur de l'eau, à l'époque, dans la mouture, dans les années 2000, a été changé de nom plus vers un plan directeur de l'eau, puisque ici, du côté de l'aménagement du territoire, on appelle ça un schéma d'aménagement, donc ça portait un petit peu à confusion de notre côté ici au Québec, d'où l'appellation maintenant plan directeur de l'eau. Donc, avec cette politique nationale de l'eau-là, en 2002, on a vraiment le premier pas en avant vers la gestion intégrée de l'eau sur le Québec. Donc, du côté de l'Europe, je sens que 2002, vous trouvez ça un petit peu tard, nous aussi. Mais avec notre 40 ans de retard, on fait quand même toutes les actions possibles là, pour avancer vers une vision un peu plus actuelle, je dirais. En 2007, il y a le premier mandat qui a été donné aux organisations de bassin versant dans les 33 directement du gouvernement, qui était un plan d'intervention détaillé sur les algues bleues-verts. Donc, qu'on a communément appelé ici la crise des cyanobactéries, qui a duré un bon 10 ans. C'était le cheval de bataille des organisations de bassin versant durant ces années-là. C'est là où est-ce qu'on a reçu on avait un petit financement de base là, dans les premières années, mais c'est là qu'on a reçu un programme de financement réellement et on a pu passer d'une équipe unique, d'une seule personne qui était à l'organisation, à aller vers du 3, 4, 5 personnes même dans certaines organisations. Donc ça nous a vraiment donné un énorme coup de pouce sur la formation des ressources humaines au sein de notre organisation au Québec. En 2009, ça amorce un redécoupage du Québec méridional, dans le fond, le Québec habité, en 40 zones de gestion intégrée de l'eau. Ce découpage-là, c'est vu afin d'intégrer les secteurs où les 33 OBV prioritaires n'étaient pas et amorcer finalement le volet de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant leur protection, qu'on appelle la loi sur l'eau finalement. Où la gestion des ressources en eau doit être réalisée de façon intégrée, concertée dans les unités géographiques désignées, notamment les bassins, sous-bassins ou groupements de bassins hydrographiques. Donc, pour être capable d'appliquer cette loi-là, c'est pourquoi que le Québec a été redécoupé en 40 zones de gestion intégrée de l'eau, vraiment Québec habité. Ce qui fait que le nord du Québec n'est pas géré par des zones de gestion intégrée de l'eau pour l'instant. Finalement, l'année dernière, en 2018, la stratégie québécoise de l'eau est arrivée. On l'attendait avec impatience depuis de nombreuses années. Et cette stratégie-là, finalement, inclut l'ensemble des volets de la gestion intégrée de l'eau. Et on a, par le fait même, reçu dès 2017 un financement sur la fin de l'année 2017 pour l'année 2018 là, dans de nouvelles conventions, un financement qui a doublé. Là. Finalement, on est passé, dans les premières années, on était aux alentours de 50-60 000 de financement du ministère de l'Environnement. Ensuite, on est tombé plus dans les alentours du 95-100 000, puis du 125-130 000 pendant plusieurs années, je vous dirais une dizaine d'années. Pour finalement arriver avec des financements aux alentours de 240 000 annuels. Donc, c'est les financements qu'on a pour les 3 dernières années. Il nous reste une année de financement. Ça, c'est dans nos conventions. Ces conventions-là, on est sujet à changement en tout temps. Donc, ça, c'est un volet d'un organisme sans but lucratif
où on doit être capable de diversifier un peu nos ressources de financement parce qu'on ne peut pas construire de la gestion intégrée de l'eau à bout de 3 ans sur 3 ans sur 3 ans. On voit ici que notre vision globale manque un peu de soutien là, à ce niveau-là. Je poursuis avec la gestion intégrée des ressources en eau au Québec en 2002 pour vous montrer un petit peu la carte du bassin versant qui avait été découpé avec les 33 zones prioritaires. Donc, du côté de l'Europe, on est vraiment du côté est. Ici, on est dans l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, qui est relativement immense. Et on arrive plutôt dans la région de Québec ici, avec les premiers bassins versants qui ont été touchés, dans le fond, la rivière Chaudière, qui est notre bassin versant ici. Puis, par la suite, on descend plus dans la région, ça, c'est le lac Saint-Pierre, et la région de Montréal, l'île de Montréal, plus au sud. Ici, on voit la Gaspésie, la Côte-Nord. Dans le fond, c'est nos régions là, que vous allez apprendre à connaître là, au fil des webinaires. La structure de la gestion intégrée des ressources en eau, oui, on a la gestion intégrée par bassin versant, mais on a également la gestion intégrée du Saint-Laurent, qui est arrivée aussi dans les années 2000 pour finalement se transformer par la suite en table de concertation régionale, en plus du découpement des zones de gestion du Saint-Laurent qu'on appelle les ZIP. Donc, également une zone là, de l'ensemble de la côte, finalement, du Saint-Laurent, qui est fait là, du côté du Québec. Donc, on a également ce volet-là. Au niveau de la gestion intégrée au Québec présentement, on voit ici le découpement des 40 zones qui sont de taille extrêmement différente, pourtant avec le même, pratiquement le même montant d'argent annuellement. Donc, il y a des régions qui sont immenses et d'autres qui sont plutôt très petites, comme notre voisin l'OBV du Chêne. C'est très variable au niveau des acteurs du territoire, de nos priorités locales. Se regrouper également est un immense défi. C'est un immense territoire à couvrir. Au niveau du fonctionnement de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec, on a la portion gouvernementale qui finalement met en œuvre les réformes au niveau de l'État, c'est-à-dire dans le fond tout ce qui est loi, réglementation, qui fait que le comité interministériel découle ces lois-là avec le ministère de l'Environnement du côté de la Direction de gestion intégrée des ressources en eau. Et nous, au niveau des OBV, on doit s'arrimer à cette loi-là, évidemment, avec divers comités techniques locaux, nos tables de concertation, qui est surtout nos conseils d'administration, je vais en parler tout à l'heure, les consultations publiques ou autres moyens, pour enfin, finalement, rejoindre les acteurs et les citoyens. Et ces acteurs et citoyens-là alimentent les OBV, qui vont alimenter le ministère, qui vont alimenter le gouvernement vers une autre réforme. C'est un petit peu la façon qu'on fonctionne. L'outil des organismes de bassin versant, c'est vraiment le plan directeur de l'eau, le PDE, qui, lui, va travailler sur la mise en œuvre avec les acteurs et citoyens et également ce plan directeur de l'eau-là, avec ses résultats, va donner certains avis au ministère pour revoir finalement le processus d'approbation qui a été mis en place et recommencer finalement le cycle de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau du fonctionnement. Les organismes de gestion de bassin versant, il y en a 40 au Québec. Leur mission, c'est vraiment d'élaborer puis de mettre à jour un plan directeur de l'eau, le promouvoir et suivre sa mise en œuvre. Donc, vraiment faire la mise en œuvre et vraiment faire le suivi de ce qui se passe en s'assurant d'une représentation équilibrée de l'ensemble des usagers, des utilisateurs du milieu, et les divers milieux intéressés également. Ces mandats-là sont vraiment de favoriser la concertation des intervenants régionaux sur l'ensemble des enjeux de l'eau, des territoires respectifs de chacune des organisations de bassin versant. Comme je disais tout à l'heure, c'est très diversifié. On a quand même un mandat d'informer, de mobiliser, de consulter, sensibiliser la population
et de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau sur le territoire. Pour être capable de faire ça, on a élaboré un plan directeur de l'eau qui était représentatif des préoccupations et de la vision d'avenir du milieu. Donc, on a fait vraiment un portrait, on a fait un diagnostic et on est arrivé avec un plan d'action, avec des cibles, avec des actions précises, déterminées avec les usagers du territoire, avec les différents acteurs de l'eau. Au niveau du comité de bassin de la Rivière-Chaudière, évidemment, notre mission se ressemble. Chacun des organisations de bassin versant a redécrit sa propre mission, qui est pour le COBARIC, organisée dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin de la Rivière-Chaudière. Agir auprès des usagers de l'eau du bassin de la Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource en eau. Fait qu'on est vraiment au niveau du développement durable de cette ressource-là. Par la concertation puis la participation des usagers du territoire. Donc, vraiment inclure l'ensemble de nos acteurs. Notre structure organisationnelle, le volet organisme à but non lucratif, l'ensemble des organismes de bassin versant ont cette nomination-là au niveau des entreprises. Nous, notre composition de notre conseil d'administration, qui sert un peu de table de concertation, représente finalement notre secteur, nos différents secteurs d'activité sur notre bassin versant. On a un bassin versant qui est parmi ceux où le secteur municipal est nombreux. C'est-à-dire qu'on a 9 représentants du secteur municipal, dont 7 au niveau de nos municipalités régionales de comté, les MRC. Les MRC, finalement, ça regroupe un ensemble de communes qu'on appelle ici des municipalités. On a une ville, dans le fond, c'est une municipalité beaucoup plus importante, qui joue également un rôle de MRC, de municipalité régionale de comté, qui est la ville de Lévis de notre côté. Et on a également la CMQ, qui est la Communauté métropolitaine de Québec, donc qui est une organisation également municipale qui s'occupe de la portion, oui, Québec, mais également, elle inclut la ville de Lévis. Donc, vraiment le côté métropolitain au niveau de nos municipalités, de nos villes, la ville de Lévis, la ville de Québec, se sont dotés d'une communauté métropolitaine un peu plus grande pour pouvoir plus travailler au niveau de la vision de leur organisation municipale. Et cette communauté-là siège également sur notre conseil de bassin. Le secteur communautaire est représenté avec 7 représentants, 2 du milieu de l'environnement, 2 du milieu socio-communautaire et 3 personnes cooptées. Des personnes cooptées, ça peut être quelqu'un un bénévole, un citoyen qui est intéressé à être avec nous sur notre conseil d'administration, mais ne représente pas nécessairement d'organisation spécifique, soit municipale, communautaire ou économique qu'on va voir. Donc, les 3 cooptés, il y a notamment notre président, M. Russell Gilbert, qui est une personne retraitée, mais très active au sein de notre organisation. Au niveau du secteur économique, on a 8 représentants, 3 au niveau du milieu agricole. La moitié de notre bassin versant est vraiment touché par l'agriculture. 2 au niveau des industries et commerces. 1 au niveau forestier. Pourtant, notre bassin versant est à moitié forestier également. Mais c'est le choix qui a été fait à l'époque dans la formation de notre conseil d'administration. 2 personnes reliées plus au développement régional, c'est-à-dire au niveau du développement durable, au niveau également du bien de la région. Donc, on a 2 organisations également qui touchent le développement régional, dont le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches, qui travaille tous les autres aspects environnementaux autres que la gestion intégrée de l'eau, mais qui peuvent quand même participer à cette gestion-là. On a également des membres non votants. Dans le fond, l'ensemble des ministères qui sont invités à être sur notre table, d'autres tables régionales de concertation. On a vu tout à l'heure la table du Saint-Laurent, mais elle touche quand même à notre bassin versant, donc on les invite également à être présents. Et certains observateurs de différentes organisations qui désirent être présents lors des rencontres. Au niveau des mandats du comité de bassin de la Chaudière, on a élaboré et mettre à jour périodiquement le plan directeur de l'eau. Coordonner sa mise en œuvre, assurer son suivi, initier, réaliser certaines actions lorsque nécessaire. Ce volet-là, au niveau du comité de bassin de la Chaudière, c'est vraiment dans l'optique
de faire lever des projets, d'initier la roue, de donner un coup de pouce au milieu pour par la suite, le milieu prenne le relais. Donc, notre objectif, c'est pas devenir l'organisation dépendante qui fait l'ensemble des actions. C'est vraiment pas ça. Notre objectif, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs de l'eau prennent la responsabilisation de cette gestion intégrée de l'eau-là. Et nous, on est là en appui, on est là en soutien, on est là pour travailler avec eux vers la réalisation des objectifs et suivre, dans le fond, notre mise en œuvre de plan directeur de l'eau. On a un rôle d'informer et de sensibiliser, évidemment, l'ensemble de nos acteurs, la grande population. On travaille beaucoup avec le milieu scolaire également. On transmet et on développe des notions de partage et de responsabilisation, comme je vous disais, à l'égard de l'usage de l'eau. Notre plan directeur de l'eau, c'est pas ça que je vais présenter aujourd'hui au complet. Je vais juste vous présenter les grands enjeux. Ce plan directeur de l'eau-là, nous, dans le fond, on a dans les années, justement, comme vous avez vu en 94, on a eu un schéma directeur de l'eau. Après ça, on est tombé à un plan directeur de l'eau première génération qu'on appelait dans les années début 2000. Par la suite, on a eu une seconde génération de plan directeur de l'eau qui a été approuvé là, en janvier 2016, mais qui a été remis là, en 2014. Donc, vraiment, son approbation était longue. Au niveau des 40 organisations de bassin versant, ils devaient se doter de ce plan directeur de l'eau-là. Ça a été une rédaction de longue haleine, on parle de 2 ans, également pour l'approbation par les différents ministères. Ça a fait le tour des gouvernements au Québec. Ça a été très fastidieux, très long. Pour arriver vers un plan directeur de l'eau, finalement, quand il est devenu approuvé, bien, vous le savez bien, il n'était plus à jour. Cette photo-là était plus véridique de ce qu'on avait. Donc, on se retrouvait avec un outil plutôt statique. Cependant, l'eau n'atteint pas nécessairement des résultats très rapidement. Donc, les informations qui sont à l'intérieur de ce plan directeur de l'eau-là, les actions qui ont découlé de ce plan directeur de l'eau-là sont adéquates. Cependant, les données, vraiment le portrait quantitatif de notre bassin versant, bien lui, est en continuel changement. Donc, cette mise à jour-là sera à refaire là, dans les prochains mois. Notre plan directeur de l'eau, les différents enjeux. Le premier, c'est favoriser un approvisionnement en eau potable de qualité optimale en quantité suffisante pour répondre aux besoins des usagers. Les enjeux ici sont nommés 1, 2, 3, 4 et c'est vraiment ce que nos acteurs de l'eau voulaient prioriser finalement. L'enjeu 1, l'enjeu 2, l'enjeu 3 et l'enjeu 4. La qualité d'eau, la quantité, c'est la première priorité, c'est-à-dire que si on n'a pas une eau qui est potable, si on n'a pas accès à de l'eau, bien, l'ensemble des actions des acteurs de l'eau ou des usages qu'ils ont à faire de cette ressource-là est atteinte. Donc, c'est pour ça que c'est l'enjeu prioritaire. En deuxième, on a favorisé la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et riverains. Le volet vraiment plus faunique, floristique, travailler vraiment au niveau des cours d'eau, leur façon qui s'écoule, l'ensemble des habitats, on va travailler ça au niveau de l'enjeu 2. L'enjeu 3, qui est un enjeu qui n'est pas présent dans l'ensemble des bassins versants, mais du côté de la chaudière, où c'est sa couleur, c'est une de ses facettes, c'est favoriser la sécurité de la population, puis réduire les dommages causés par les inondations. Les inondations au niveau du bassin de la chaudière, je vais en parler un petit peu plus tard, sont vraiment récurrentes, au moins jusqu'à 2 fois par année, là, au printemps, à l'automne. Comme on dit au Québec, on y goûte. Enjeu 4, favoriser la mise en valeur du potentiel récréotouristique lié à l'eau. Donc également, le volet récréotouristique n'est pas nécessairement le volet touristique, monétaire et tout ça, mais plutôt de venir redonner les usages liés au plaisir liés à l'eau, la baignade, les sports nautiques au niveau à pagaie, le fait de se promener sur le bord de la rivière, la pêche,
la chasse également. Cet enjeu-là est vraiment un enjeu qui touche plus facilement la population, le grand public. On voit un petit peu notre bassin versant ici. C'est un bassin versant qui a quand même une bonne dénivellation. La source est vraiment du côté du bassin versant du lac Mégantic. Et la rivière Chaudière, dans le fond, débute à la sortie du lac Mégantic et s'écoule jusqu'au fleuve Saint-Laurent du côté de Lévis, ce qui donne un bassin versant de 6194 km². Mais on a quand même une zone de gestion, c'est-à-dire que quand il y a eu le redécoupage des 40 organismes de bassin versant, il y avait un petit bassin versant orphelin là, en aval du bassin versant de la rivière Chaudière. Ces bassins versants-là ont été intégrés à notre comité. Donc, c'est là où on parlait finalement d'une zone de gestion intégrée d'eau qui donne un 6713 km². Notre rivière Chaudière a 185 km linéaires et on a en plus un 8330 km linéaires d'autres cours d'eau, finalement, qui vont s'écouler dans la rivière Chaudière ou en amont du lac Mégantic. On a de 170 à 3000 plans d'eau. Pourquoi? On a 170 plans d'eau qui ont un nom, sont nommés et tout. Et on a également énormément de plans d'eau, des étangs, ça peut être des plans d'eau qui sont anthropiques ou naturels, mais qui sont de plus petite taille et qui, eux, n'apparaissent pas au niveau de la Commission de la toponymie du Québec. Pourtant, ils sont présents, donc on en prend compte. Au niveau de la géologie, avec le Saint-Laurent, on a nos basses terres du Saint-Laurent qui sont nos terres fertiles. Et plus on monte dans le bassin versant, plus l'altitude également monte et plus on va aller rejoindre la portion des Appalaches, dans le fond, qui est une chaîne de montagnes entre les États-Unis et le Québec, qui va aussi du côté Nouveau-Brunswick et tout ça. Mais pour rester dans notre province, les Appalaches sont bien présentes. Notre bassin versant regroupe plus de 200 000 habitants. Donc, du côté de l'Europe, vous trouvez sûrement que c'est très minime, mais pour nous, on a quand même de grandes villes. C'est un nombre d'habitants qui est quand même important là, pour notre bassin. Au niveau de l'occupation du territoire, Raphaël, hein, si jamais il y a des questions que je ne vois pas, puis les gens veulent intervenir sur les différentes facettes, là, tu me fais signe oralement, s'il te plaît. Du côté de notre occupation de territoire, j'ai sorti un petit peu les classes d'occupation. Comme je vous dis, on a vraiment une portion forestière qui est très importante à 68 %, 23 % d'agricole, 4 % d'urbain, 2 % milieu humide, l'eau également qui touche un 2 % et les autres usages qui n'entrent pas dans ces catégories-là finalement. Et c'est ce qui compose l'ensemble de notre occupation du sol de notre territoire, pour vous donner une bonne idée. Également, on voit le profil de la rivière Chaudière. Donc ici, on voit le secteur du lac Mégantic, qui est le plateau plutôt appalachien, qu'on appelle dans notre plan directeur de l'eau la Haute Chaudière, la Moyenne Chaudière et la Basse Chaudière. Donc au niveau de la Haute Chaudière, le dénivelé est quand même assez important, jusqu'à l'arrivée environ de Saint-Georges, avec d'autres tributaires qui sont d'importance dans la rivière Chaudière. Dans ce secteur-là, on parle plutôt de la Moyenne Chaudière. Puis quand on arrive à l'exutoire d'une autre ville ici qui s'appelle Beauceville, la portion Saint-Joseph, Sainte-Marie jusqu'à Scott, c'est vraiment notre portion pleine inondable de notre bassin versant. Donc, c'est là où l'eau ralentit, c'est là où est-ce que les dépôts se font pour par la suite continuer en dénivellation jusqu'à la portion de Lévis. On parle de température moyenne annuelle avec l'ensemble des données là, à partir avant les années 50. Là, on a le minimum est de 3,1 jusqu'à 4,6 degrés Celsius. Et les précipitations moyennes annuelles sont entre 1030 et 1367 mm de précipitations, qui peuvent inclure autant de la pluie que de la neige. Au niveau des débits historiques, j'ai pris la station hydrométrique du côté de Saint-Lambert. Donc, si je reviens, c'est Saint-Lambert. Notre station hydrométrique là, est environ ici. Vers Saint-Lambert, c'est environ là. Donc, les débits observés à cette station-là,
on a le volet, la rivière Chaudière a une immense variabilité au niveau débit métrique. Pour ceux qui sont habitués de voir des graphiques, là, on voit vraiment que la différence est très, très importante. On a eu des débits historiques observés de 3 mètres cubes secondes. On voit ici du côté de Saint-Lambert, jusqu'à 2140 mètres cubes secondes qui a été obtenu au printemps 91, là, qui était ici. Ça, c'est la courbe qu'on avait historique. Puis, cette année, en 2019, on a atteint au niveau automnal, au niveau de début novembre, on a eu une crue quand même assez importante qui a atteint, dans le fond, les débits historiques automnaux. Mais du côté printanier, on a vraiment dépassé le pic historique là, de 91. Et évidemment, bien, on a le volet inondation là, qui ressort très fort dans notre organisation. Ici, en avril 2019, on a un des projets, un des gros projets que le comité de bassin de la rivière Chaudière a mis en place dès 2009, qui est le système de surveillance de la rivière Chaudière. Ce système-là, c'est un accès qui est public. Il y a également des accès autorisés sur certains acteurs. C'est un projet qui a été fait avec les différentes municipalités le long de la rivière Chaudière. Ici, on voit une image de ce printemps au niveau de l'accueil. Donc, quand on est dans le gris, l'état est soit non disponible, l'état normal avec le gris, seuil de surveillance, inondation mineure, moyenne et majeure. Donc, on était en état majeur ou moyenne dans la majorité des stations présentes sur notre système de surveillance. Et à droite, on voit la ville de Sainte-Marie avec les glaces sur la rivière Chaudière au début d'avril. On parle d'une photo aérienne du 5 avril, donc avant les inondations du 20 avril. C'était l'état de notre rivière. Les inondations, on va en parler dans d'autres webinaires. Là, je fais juste vous titiller un peu sur cette problématique-là qui, moi, m'interpelle particulièrement. Donc, au niveau du comité de bassin de la Chaudière, un des webinaires qu'on aura à discuter, c'est le volet plutôt des outils informatiques disponibles pour être capable de faire cette gestion intégrée des ressources en eau-là. Un des derniers volets qui est arrivé dans la vie des organisations de bassin versant au Québec, c'est une application de la gestion intégrée de l'eau qu'on appelle AGIR, qui est alimentée par une base de données de nos plans directeurs de l'eau, de nos 40 organisations, regroupées ici dans l'application Agir. Ici, on voit les 23 problématiques qui ont été regroupées au niveau du ministère de l'Environnement. Et au COBARIC, bon, on a les 23 problématiques. On a des orientations, nos objectifs, les actions, les réalisations et également nos acteurs de l'eau. Donc, on est capable vraiment d'aller dans le détail de ces actions-là. On est capable également de travailler au niveau de la géolocalisation des différents projets, des différentes actions et d'être capable, cet outil-là vraiment nous sert d'être capable de suivre la gestion de la mise en œuvre de nos plans directeurs de l'eau. Et c'est un outil qui était plus qu'attendu. On est vraiment très heureux d'avoir accès à cet outil-là. Présentement, ça a été énormément de travail, mais j'ai bon espoir que l'ensemble de nos acteurs de l'eau auront l'intérêt d'avoir accès à cette base de données-là, à cette application-là, et être capable de nous aider à mieux effectuer le suivi de cette mise en œuvre-là. On a également un autre outil qui est sorti dernièrement, qui est le portail des connaissances sur l'eau, qui est finalement une plateforme qui travaille plus au niveau de la géomatique, mais sous forme de projet, ce qui fait qu'on peut partager avec certains membres. On voit ici, on peut y aller par thématique, donc les eaux usées municipales, l'ensemble des données par rapport à cette problématique-là. Ça nous permet de garder notre mise à jour, finalement, notre portrait, que je vous parlais tout à l'heure, que notre plan directeur de l'eau est vraiment très statique, mais d'être capable de se tenir quand même à jour au niveau de l'ensemble des données à travers d'autres outils de planification territoriale, dont le portail des connaissances sur l'eau. Donc ça va être également l'objet du webinaire outils informatiques. Du côté des défis de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec, on a à Saguenay,
avec d'autres outils de planification territoriale. J'ai mentionné notamment les schémas d'aménagement du territoire qui, eux, sont gérés et mis en œuvre à la suite d'orientation gouvernementale d'un autre ministère, qui est le ministère des Affaires municipales et du territoire au Québec. Et ces orientations-là sont présentées aux différentes MRC, aux municipalités régionales de comté, qui, eux, aménagent le territoire selon les priorités et les orientations de ce gouvernement-là, qui n'entrent pas nécessairement dans la même veine, finalement, que les orientations gouvernementales du ministère de l'Environnement. Donc, le Québec, la façon que ça fonctionne vraiment en silo, c'est-à-dire que chaque ministère a ses propres directions. Il y a très peu d'échanges entre les différents ministères sur la vision globale où le Québec doit s'en aller dans l'ensemble des différentes structures. C'est vraiment géré de façon très individuelle, ce qui fait que lorsqu'on doit travailler sur des sujets qui touchent l'ensemble des différents ministères, l'ensemble des usages, ça devient un défi monumental de travailler sur cette planification territoriale-là et de concerter l'ensemble des usagers avec les différents règlements vers le bon choix finalement. Donc, c'est vraiment un défi de tous les jours sur ce volet-là. Ça affecte également notre mobilisation de nos acteurs. C'est pas juste de concerter les acteurs, mais également de les mobiliser, de les garder dans l'action sur les différents éléments de notre plan directeur de l'eau. Et de leur transmettre finalement la vision de cette gestion intégrée d'eau-là. Cette gestion intégrée de l'eau, elle est pour tous, puis tout le monde, on doit y participer parce que l'ensemble de nos actions que l'on fait a une incidence sur l'eau, peu importe quelle activité on fait. Donc, ce volet-là, c'est un défi également quotidien pour la mobilisation de nos acteurs. On a également des changements au niveau du suivi de la gouvernance, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement, on a par exemple, un nouveau gouvernement qui est mis en place. Il y a des changements au niveau des différentes lois, règlements, évidemment, qui nous amènent vers des défis au niveau j'ai mis le plan régional du milieu humide et hydrique, le PRMHH, le règlement sur la protection des sources d'eau potable, qui, eux, sont des projets qui touchent le milieu municipal, mais qui sont en lien direct avec l'eau, qui doit être géré par le municipal directement avec l'eau. Donc, pour nous, on doit être interpellé dans ces éléments-là, mais étant donné que notre structure on n'a aucun volet légal ou législatif plutôt pour venir travailler l'aspect de l'eau, c'est vraiment laissé dans ce cas-ci au niveau municipal sur cette gestion-là. Donc, on a vraiment un défi de taille d'aller sensibiliser, d'aller informer, d'aller accompagner ces municipalités-là ou ces MRC-là dans leur travail quotidien. Et pour ça, on doit développer des excellentes relations et on doit également développer une crédibilité qui, pour des organisations de bassin versant qui sont très jeunes, peut être extrêmement difficile. Un autre défi de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec, c'est le suivi environnemental. On a certaines stations de suivi sur certains sujets, sur des paramètres physico-chimiques, sur des paramètres biologiques également, mais ces suivis-là, au niveau financier, sont en mode survie. Réellement, le ministère de l'Environnement a toujours été le ministère pauvre au niveau gouvernemental. Donc, c'est très difficile pour eux de maintenir ces programmes de suivi-là. Ce qui fait que les organisations de bassin versant, de notre côté, on doit quand même avoir des données pour être capable de fonctionner puis de mettre en œuvre notre plan directeur de l'eau. Donc, souvent, on va être amené à user de créativité pour aller réussir à financer finalement ce suivi environnemental-là qui est plus que nécessaire. On a également le suivi des changements des comportements au niveau social.
Le changement des comportements, c'est une question de génération. Ce sont des activités de sensibilisation, d'information de longue haleine et on doit travailler avec les différentes générations. Donc, ce suivi de changement de comportement-là est à maintenir continuellement et est également un défi parce que de l'environnement, c'est 90% de nos actions sont faites grâce aux gens, aux personnes. Seulement 10%, on va travailler sur de l'habitat, sur du terrain, sur des choses vraiment spécifiques. Mais si on veut être capable de faire une gestion intégrée des ressources en eau, on doit absolument travailler avec les gens, donc être capable de suivre le changement des comportements. L'adaptation au changement climatique, ce changement-là se fait de plus en plus présent. Les extrêmes sont de plus en plus vécus au sein de la population et on se doit de pas juste être en réaction à ces changements-là, mais planifier que ces changements-là vont sûrement s'accentuer dans certains secteurs et créer des problématiques complètement différentes à ce qu'on avait avant ou de vivre finalement ces problématiques-là de façon plus récurrente. Dans le fond, quelque chose qui aurait été vu, par exemple, d'une vie d'homme, mais on va être revu maintenant aux 20 ans, ou 10 ans, aux 5 ans, ou à chaque année. Donc, cette adaptation-là est également un immense défi au Québec. On a également à s'adapter aux différents sujets d'actualité. Il y a quelque chose dans l'actualité qui ressort, par exemple, des problématiques de qualité d'eau de manganèse. Il y a une étude qui est sortie, on a des problématiques par rapport à ça. Nous, en tant qu'organisation de bassin versant, là, on nous appelle, on nous demande des informations. Et souvent, on n'a pas l'information puisque notre suivi environnemental a d'immenses lacunes. Donc, c'est très difficile de finalement, l'opportunité qu'on a d'intéresser, de mobiliser nos acteurs à la gestion intégrée des ressources en eau, on l'aurait dans ce cas-là avec le sujet d'actualité, mais on n'est pas capable ou on a de la difficulté plutôt à donner une réponse soutenue puisque notre suivi environnemental, nos faits sont faibles. Donc, c'est très difficile à ce moment-là de garder notre crédibilité et de travailler avec la gouvernance des milieux municipaux, par exemple. Dans le fond, chaque défi influence un autre. Là, vous le savez, la gestion intégrée de l'eau, c'est vraiment un cycle. Tout touche à tout, puis il n'y a pas d'élément qui est de son côté seul. Ça touche à l'ensemble des actions. Le dernier défi au niveau de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec, c'est la gestion de l'eau au nord de la province, qui est vraiment déficient. Il n'y a aucune organisation qui s'occupe de ce volet-là. Et pourtant, c'est un territoire qui est abondant au niveau de nos ressources en eau et qui subit des pressions au niveau des industries, au niveau des mines, qui est d'importance au niveau du Québec et peut avoir également une importance au niveau des changements climatiques. Est-ce que le fait que, par exemple, on a des températures un peu plus chaudes, vont augmenter les nappes phréatiques, les lacs dans ce secteur-là, les rivières avec un peu plus d'eau, moins d'eau. Ces changements-là climatiques ont une importance notamment sur notre nord du Québec. Donc, le regroupement des organismes de bassin versant travaille actuellement à combler cette lacune-là. Je vous invite à nous joindre, soit au niveau du COBARIC, soit au niveau du ROBVQ, sur l'ensemble de nos différents projets au niveau de la gestion intégrée de l'eau. On aura à se revoir dans différents autres webinaires par la suite. Je vais laisser, si on a notre équipe de Noël, puis je suis vraiment très contente. Je remercie vraiment mon équipe de travailler avec nous. Sans cette force individuelle-là, on n'aurait pas la force de l'équipe qu'on a à l'organisation. Puis, je vais vous inviter, on va vous donner le droit de parole. Fait que si jamais vous voulez nous parler directement ou fonctionner par le chat, là, on va mettre ça en place. Moi, je sais pas, je me rappelle pas si l'info a été abordée. Est-ce qu'on a parlé des budgets par OBV?
Oui, dans le fond, j'ai mentionné l'ensemble de l'évolution. Je ne l'ai pas inscrit textuellement, là, mais j'ai mentionné l'ensemble de l'évolution des financements. Présentement, on est aux alentours de 240 000 là, par année. Ok. Y avait-tu des questions sur le chat que tu voulais que je réponde aussi verbalement? Non, non, il n'y a pas eu de questions à part pour le SSRC en fait, où la personne demandait si les élus étaient au courant. J'ai répondu que oui, les élus et les DG, mais comme je sais qu'on va avoir un webinaire spécifique sur les inondations, je ne suis pas rentré plus dans le détail. Oui, en fait, le système de surveillance de la rivière Chaudière, c'est un projet qui est issu du milieu municipal, donc des élus, donc des directions générales des différentes municipalités. C'est vraiment un projet un besoin qui est ressorti et où le Cobaric a su mettre de l'avant là, son niveau de concertation finalement en lien avec l'eau. Là, on a une petite discussion sur les tailles de bassin. Au début, dans ta présentation du bassin, en fait, pour essayer de ramener la proportion du territoire à la Belgique et au Québec, Oui, j'ai fait une petite recherche et le bassin versant de la Chaudière rentre 4 fois en fait en Belgique, sur le territoire de la Belgique au complet. Donc on voit la différence d'échelle ah, c'est fou. C'est fou. sur ça. Oui, parce que nous, on a 6713 km². C'est ça. Et on voyait qu'on était loin d'être le plus gros des bassins versants. Exactement. Oui. C'est quelque chose au niveau euh, de la gestion d'eau. Je serais curieuse, j'ai hâte de voir jeudi le détail également au niveau du bassin versant, savoir si de leur côté, à quoi ressemble le volet débimétrique également, pour voir la quantité d'eau finalement qui est à gérer. Là. Ben, moi, j'ai eu en primeur toutes les problématiques en échangeant avec Sylvie, mon homologue belge. On a quand même pas mal de sujets points communs. Et, et c'est ça qui va être drôle. Quand on parle d'inondation, c'est moins drôle, là, mais de voir comment, de chaque côté, chacun gère ses problématiques. Et pourquoi pas aller chercher des idées chez l'un et chez l'autre. Là. Exactement, parce que j'ai la vision de quand on est capable de gérer une problématique à petite échelle, on est capable de la gérer à grande échelle. Fait que pour nous, j'ai bien hâte de voir les, euh, les trucs et astuces du côté de la Wallonie là, pour nous donner un bon coup de pouce. Ben, je pense qu'on peut clôturer la présentation là. Exactement. Donc, merci à tous. Bonne journée, bonne fin de journée. Nous, on débute, mais on se voit jeudi.